Aujourd'hui, on a l'immense privilège de recevoir Stéphane Kinable. Tu es Corporate Community Manager chez Proximus. Yes. Proximus. Think possible. Et le but aujourd'hui, de parler un peu de tes expériences pour faire avancer les réflexions des community managers et autres responsables marketing qui nous regardent. On est tous ensemble, c'est les Instavores, il y a quand même un dicton. On ne critique rien, on s'étonne de tout. Et de l'expérience, on peut dire que tu en as, puisque ça fait 26 ans que tu opères au sein de Proximus. C'est ça. Tu es également un des membres fondateurs de la clique SoWe, qui rassemble les professionnels des réseaux sociaux belges plutôt francophones. C'est ça, même si ce n'est pas fermé aux néerlandophones, c'est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce que c'est pour toi être un Corporate Community Manager auprès d'une enseigne comme Proximus? La mission avant tout, c'est d'être le gardien de la réputation au niveau de toutes les plateformes digitales. Donc ça peut aller, je vais dire, de n'importe quel type de réseau social, des forums, des campagnes digitales. Donc on essaye vraiment d'avoir un œil sur tout ce qui n'est pas dans la presse écrite, à la radio ou, je vais dire, à la TV. Et donc notre rôle, c'est vraiment de pouvoir être là pour répondre à des questions qui sont vraiment plus liées à la stratégie de l'entreprise, à la marque, au déploiement de la fibre, au déploiement de la 5G, donc des thématiques qui ne sont pas dites support, donc c'est-à-dire qui ne concernent pas les produits et les services de Proximus, tout du moins pas dans le day-to-day des clients. On peut très bien, je vais dire, prendre position sur tiens, ce type de produit fonctionne bien ou ne fonctionne pas bien, mais c'est vraiment toujours avec plus une mission de statement officiel de l'entreprise plutôt qu'une approche one-to-one. Justement, tu parlais de la 5G, tu parlais de 26 ans aussi, donc ça ne fait pas 26 ans que tu es Corporate Community Manager, ça fait finalement, ça remonte à un événement particulier qui s'est produit. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu c'est quoi finalement la genèse du projet, comment finalement est apparu ce poste au sein du groupe Proximus? Tout part en fait d'un gros bad buzz, 31 mars 2020. Notre CEO à l'époque, donc Guillaume Boutin, fait une annonce sur l'arrivée de la 5G en Belgique. Nous étions, si vous vous rappelez toutes et tous, en plein confinement. Et donc, depuis une quinzaine de jours. C'est ça. On peut dire que la nouvelle a été accueillie de façon très mitigée au niveau des réseaux sociaux, puisque envahi de questions, de personnes qui étaient également effrayées par cette annonce, parce qu'il y avait toute une aura, je ne vais pas dire maléfique, mais en tout cas, il y avait vraiment toute une série de doutes, d'ambiguïté à l'époque autour de la 5G. La 5G allait je vais dire, nous tuer. Elle était là, je vais dire, aussi pour faciliter la possibilité comment dit-on, c'est ça, de traquer les gens, même de les contrôler. Et donc voilà, il y avait toute une série de questions, de doutes qui sont arrivés sur nos réseaux sociaux. Et quand je dis toute une série, c'était plusieurs centaines par jour. Et à l'époque, on avait déjà, je vais dire, un support qui était présent sur nos réseaux sociaux, qui avait fait ses preuves. Mais des questions du type « est-ce que tous les papillons vont mourir l'année prochaine ?» Ce n'était pas vraiment des questions qu'ils avaient l'habitude, ou en tout cas pour lesquelles ils avaient des informations pertinentes. Ouais. De ce bad buzz est né un besoin d'avoir des personnes qui allaient au-delà du rôle de support sur les réseaux sociaux et qui s'exprimaient officiellement et publiquement au nom de Proximus sur tout ce qui n'était finalement pas couvert jusque-là. L'ADN de mon équipe, donc c'est-à-dire qu'on est pour le moment dans une équipe de 4 personnes, composée de ma collègue Christina et de moi-même pour la partie digitale, et on travaille également avec nos 2 porte-paroles qui, eux, couvrent toute la partie traditionnelle, donc TV, radio, presse écrite. Et donc l'idée de rassembler ces 4 personnes-là, c'était d'avoir finalement une seule voix, avec la possibilité, si on nous pose une question le soir ou sur Facebook, finalement d'avoir une approche commune et d'arriver avec les mêmes key messages. Et à mon avis, il y en a des choses à surveiller, tant dans la sphère digitale que plus traditionnelle. Bien sûr. Je pense que tu as compilé quelques chiffres à ce propos. Bien sûr. Donc Stéphane, on a créé un petit dashboard justement qui allait reprendre toutes les mentions digitales justement de Proximus. Au niveau du volume, sur la dernière année, on est presque à 46 000 résultats, 46 000 mentions donc, de Proximus. En termes d'engagement, on est presque à un demi-million d'interactions entre la marque et alors tous les publics sur les réseaux sociaux.
Et alors, je vais descendre un peu aussi dans ce dashboard pour montrer aussi ce qu'on appelle le media positioning, c'est-à-dire sur quel type de média vous êtes le plus mentionné. Et on voit qu'en termes de volume, c'est surtout sur X, Twitter, que vous avez vraiment le plus, entre guillemets, d'activité, le plus de mentions. Comment vous abordez justement, en termes de monitoring, en termes de suivi, ce nombre énorme de mentions qu'il peut avoir par rapport à Proximus? Est-ce que tu utilises des outils ou est-ce que tu regardes ça manuellement? Comment fais-tu? Alors, on a un outil qui nous permet justement d'agréger toutes les mentions qui sont faites au nom de Proximus, et cet outil permet également d'aller chercher chaque interaction sur X où on parle de Proximus. Ce qui peut parfois générer un peu de bruit, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la dernière trilogie de La planète des singes, le méchant s'appelle Proximus César. Et donc forcément, par exemple, dans un cas comme celui-là, quand une nouvelle franchise va sortir ou un nouveau film va sortir sur La planète des singes, ben là on est sûr que c'est des centaines de commentaires par jour qu'on doit archiver sans donner suite évidemment. On a essayé une fois de reprendre un petit peu ça à notre sauce, mais ça n'a pas vraiment convaincu, parce que le gros de ces conversations autour de Proximus César sont plutôt du côté des States, et donc Proximus là-bas est un peu moins connu qu'en Belgique, tout petit peu. On a en fait défini toute une série de mots-clés liés à la réputation et liés au support. Et donc un exemple, si sur X, le programme donc, que nous utilisons détecte le mot facture, problème ou quoi que ce soit, je vais dire lié vraiment à un produit, il enverra ça à notre support. A contrario, s'il détecte le mot actionnariat, par exemple, eh bien d'office, ça va être routé chez moi. Donc il y a déjà un routing intelligent qui se fait pour essayer d'être efficient et de ne pas finalement passer notre temps à se renvoyer la balle sur des sujets, même si, je vais dire, il y a quand même souvent des cas qui ne sont pas totalement 100% réputation, 100% produit-service. Donc moi et le support, je vais dire, on est quand même en contact, je ne vais pas dire permanent, mais quasi, pour justement une approche parfois différenciée sur certains cas. On voit qu'au niveau des mentions, il y a beaucoup de politiciens, beaucoup de journalistes qui s'expriment, et également beaucoup de key opinion leaders. Est-ce que tu as un monitoring spécifique par rapport à ces personas un peu spécifiques qui vont s'exprimer par rapport à Proximus et qui pourraient justement avoir un impact par rapport à la marque? Oui, effectivement, on a un système d'alerte qui, lorsque une personne qui fait partie de cette liste-là parle de Proximus, on est directement mentionné et ça nous permet alors de pouvoir prendre une décision. Est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on ne réagit pas? Est-ce que c'est le bon moment de réagir? Donc oui, il y a toute une réflexion qui est faite là-dessus. Et c'est ça justement qui est hyper intéressant dans mon boulot. On a cette double vision et on se dit, tiens, est-ce qu'on veut d'abord être vocal sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on veut d'abord être vocal dans la presse? Donc on a vraiment cette collaboration entre les deux parties de l'équipe qui est super enrichissante. Qu'est-ce qui va faire que vous allez prendre ou pas la parole sur un sujet? Il y a des critères qui sont déterminés à l'avance ou c'est au cas par cas? C'est vu en 100% au cas par cas. 100%. Ça dépend vraiment de la sensibilité du moment. C'est un sujet, je vais dire, sur lequel on n'a pas forcément tous les éléments de réponse. C'est peut-être aussi des sujets qui peuvent potentiellement amener plus de polémiques que ce qu'on voudrait. Donc il y a vraiment toujours une réflexion. Finalement, on ne sait jamais de quoi la journée sera faite parce que, je veux dire, on ne sait pas non plus tout ce qui va arriver au niveau des réseaux sociaux ou de la presse. Comme je dis toujours, ne pas communiquer, c'est communiquer aussi. Et c'est une sensibilité qui est, j'imagine, hyper complexe à avoir. Les choses ne se passent pas exactement comme il se doit, ça arrive encore, ça? Ça peut forcément arriver parce qu'on n'a pas forcément une boule de cristal et qu'on ne sait pas comment va être perçue notre position. Il y a aussi, je vais dire, un élément qui est hyper important chez nous et c'est ça aussi à nouveau qui fait la richesse de mon équipe, c'est que culturellement, un message qui partira dans une communauté néerlandophone ne sera pas forcément perçu de la même façon que dans une communauté francophone. Donc on a aussi parfois cette différence de se dire tiens, cette information-là est mieux passée du côté francophone que du côté néerlandophone ou vice-versa. Mais c'est ça qui est bien, je vais dire aussi, avec toutes les analyses que l'on fait, c'est que on arrive, en tout cas sur X, qui est quand même un réseau qui donne beaucoup d'insights, à avoir des données qui sont sociodémographiquement intéressantes pour nous et de pouvoir alors se positionner une prochaine fois en se disant ok, tiens, c'est un sujet qui est peut-être plus polémique du côté néerlandophone, est-ce qu'on va mettre un peu plus d'emphase du côté francophone? Et c'est la même réflexion qu'il peut y avoir sur tous les canaux. C'est pas propre, je vais dire, à X, mais il y a vraiment... C'est vraiment du cas par cas, on fait du cousu humain, je vais dire. Il n'y a pas de règles que l'on suit en se disant « Ah bah tiens, c'est un tel scénario, c'est un tel canal, c'est une telle personne ».
alors on suit un arbre décisionnel. Non, il y a toujours une réflexion derrière. En fait. C'est vraiment un boulot qui s'est appris sur le tas. Donc c'est un job qu'on a créé il y a 5 ans, sans aucune certitude. On a vraiment commencé petit en se disant tiens, il faut qu'on teste les choses, il faut qu'on les observe. Donc il n'y a pas de manuel de comment être un bon corporate community manager. C'est vraiment, je vais dire, l'expérience du terrain. Tu le soulignais tout à l'heure. Est-ce qu'on a eu que des succès? Non. Mais c'est aussi, je vais dire, dans nos erreurs ou dans les réactions qui n'étaient pas forcément attendues qu'on apprend le plus. Il y a parfois, je vais dire, des échanges qui se font entre les grandes marques pour se dire, OK, tu es sur un tel sujet, est-ce que vous avez déjà été confronté? Comment avez-vous réagi? Quelles ont été les réactions par rapport à une réelle importance d'avoir un réseau hyper développé en interne pour pouvoir justement avoir des infos d'un peu partout, mais aussi en externe pour pouvoir confronter notre réalité à d'autres réalités. Et Mathieu en parlait tout à l'heure avec SOWI, c'est aussi, je vais dire, pour nous, un des avantages d'avoir mis en place SOWI, c'est de pouvoir avoir cet accès hyper facile et privilégié vers les autres grandes marques. La RTBF aussi, qui en fait partie, Etias. Donc dans les cofondateurs, effectivement, on a la RTBF, on a Etias, on a Bipost, on a Belrest et nous avons également la Stib. Voilà. Et Mélodie. Mais oui, Mélodie, exactement. Désolé, Mélodie. Tu disais qu'une des parties de ton métier, c'était d'éteindre les incendies. Oui. Là, je pense aux community managers qui nous écoutent. Qu'est-ce que toi, tu fais, en fait, concrètement, dans ta vie de tous les jours, pour anticiper ces incendies? Donc, on essaye, dans la mesure du possible, d'être prêt. Donc, c'est-à-dire de se dire, OK, si ça arrive, qu'est-ce qu'on va communiquer? Pour les réseaux sociaux, on n'arrive pas toujours à tout anticiper. On travaille beaucoup, nous, sur l'invisibilité. C'est vrai que nous, on a la chance de pouvoir être connus dans le milieu, au niveau des réseaux sociaux, tant ma collègue Christina que moi. Et on remarque quand même un phénomène assez intéressant, c'est que, étant donné qu'on a été positionné comme les community managers de Proximus sur les réseaux sociaux, il y a quand même pas mal de gens qui, plutôt que d'afficher ou de taguer Proximus, prennent la décision de nous écrire à nous. Qui en soi, donc, c'est pour ça que je parle ici d'invisibilité. Le problème est toujours là, donc on ne veut pas non plus le minimiser, c'est pas le propos. Étant donné qu'ici on a été identifié, ça nous permet parfois d'éviter, en tout cas pour Proximus, d'avoir une opinion négative ou d'avoir un bad buzz. J'ai un exemple ici et je vais pas nommer la personne, mais il y a peu, je vais dire, une personne donc sur un compte X, suivi par 300 000 personnes, avait un problème avec Proximus. C'est quelqu'un moi que j'avais eu l'occasion de rencontrer dans le passé, j'avais fait venir une fois chez Proximus pour un peu découvrir l'envers du décor. Mais voilà, typiquement, cette personne-là m'a envoyé un message via WhatsApp en me disant textuellement « j'ai pas envie de vous afficher sur les réseaux, mais j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux m'aider ?» Ça, c'est un exemple ici où c'est pas réellement de l'anticipation, mais le fait justement d'avoir créé cette connexion, éviter à 300 000 personnes d'avoir un tweet disant tiens Proximus, j'ai ce problème-là. Mais je pense que c'est là où aussi prend tout le sens du terme community. Oui, absolument. Parce que là, ce que tu décris, c'est finalement l'idée de bâtir, de construire un réseau qui se respecte, qui se connaît, qui a une meilleure connaissance des difficultés, mais aussi peut-être des malentendus qui peuvent se créer parce que vous avez été pédagogique, parce que vous avez été les approcher à un moment donné. Oui, c'est ça. Et de temps en temps, tu nous parles aussi de personnes qui même prennent la parole, votre défense, exactement. et qui finalement multiplient votre capacité à finalement porter la bonne parole, ou en tout cas une certaine vision de votre organisation. Oui, ça c'est toujours, en fait, moi j'ai toujours pour habitude de dire à nos équipes du support, moi je travaille sur la réputation, mais eux, et c'est tout aussi important, voire plus important, eux travaillent sur la perception. Et donc cette histoire dont tu parles, Arnaud, il y a un exemple ici avec une petite dame qui, je vais dire, au fur et à mesure des années, a interagi avec notre support, a pu, je vais dire, voir qu'il y avait avant tout de l'humain derrière la marque Proximus et derrière les réseaux. Et au fur et à mesure des années, il y a eu une connexion, une connivence, moi j'ai toujours envie de parler de connivence dans ce cas précis, qui s'est instaurée. Cette dame, donc, qui s'appelle Marie, au fur et à mesure des années, a finalement presque fait mon job, puisque quand elle voit, je vais dire, qu'il y a une perception négative sur Proximus,
presque même avant moi, elle est toujours au taquet pour aller trouver et arriver avec des arguments disant « Ah, votre avis n'est pas correct, les gens au niveau du support de Proximus sont super sympas, ils essayent toujours de faire de leur mieux pour pouvoir aider les gens. » Et donc ça, en fait, effectivement, là-dessus, moi, j'ai pas un réel mérite, parce que ça, c'est vraiment notre support qui arrive à créer cette perception hyper positive. Mais là où moi, je peux mettre un peu de, pas dire une petite touche de magie, mais en tout cas un peu de fun, c'est sur le fait de me dire, tiens, cette dame, visiblement, aime Proximus, mais au-delà de Proximus, c'est aime les gens qui travaillent chez Proximus. Pourquoi ne pas faire se rencontrer ces deux mondes? Et j'ai donc, moi, pris contact avec Marie pour lui proposer de venir passer une demi-journée avec les équipes de support, lui montrer un petit peu l'envers du décor, parce que c'est vrai qu'elle était toujours en contact avec eux et elle savait qu'il y avait un Samuel, qu'il y avait une Zakia, qu'il y avait une Mélodie, qu'il y avait une Isabelle, une Sophie, un Aurélien, mais c'était juste des prénoms. Et moi, j'avais envie en fait de mettre plus que des visages, mais même des sourires et des vrais moments de souvenirs là-dessus. Et ça a été pour elle, en tout cas de ce qu'elle nous a dit et de ce qu'elle dit même sur la vidéo que vous allez voir, ça a été pour elle vraiment un réel privilège de pouvoir venir vivre cette demi-journée avec les équipes de support. Et pour la petite symbolique et le clin d'œil, à la fin de la journée, donc, mes collègues du support lui ont remis un diplôme de membre honoraire. Donc, c'est désormais, je vais dire, elle fait partie... C'est community manager à titre honorifique. Absolument, absolument. Et c'est quelque chose, je vais dire, qui a aussi bien fonctionné sur nos réseaux, puisqu'on a reçu, il y a quelques mois, une deuxième personne qui avait vu passer cette vidéo-là, qui était tout aussi ambassadrice de Proximus, et qui a dit, un profil totalement différent, ingénieur, qui a dit, tiens, moi j'aimerais bien vivre cette expérience-là, et on a déjà une liste pour l'année prochaine. Donc réellement, je pense que les gens sont hyper intéressés, non pas de voir ce qui se passe dans les bureaux de Proximus, mais plutôt de voir qui y travaille et toute cette collaboration qu'il peut y avoir en interne qui fait que le support, en tout cas au niveau des réseaux sociaux, est toujours reconnu comme étant hyper efficace. Et comme dit Arnaud, c'est vraiment du community management au sens très large et très concret du terme, parce qu'on sort de juste les followers, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, parce que finalement, si je comprends bien, ta façon d'éteindre ou d'éviter une bonne partie des incendies, c'est de rencontrer beaucoup de gens dans le secteur, dans l'industrie, chez les autres grandes marques belges, etc. Même parfois des particuliers, si je puis dire, comme tu viens de l'expliquer là. C'est de compter sur ton réseau de collègues aussi, et finalement un peu sur des tools et des solutions technologiques. Bien sûr, c'est vraiment un mélange de tout en fait, d'intelligence artificielle et humaine. Vrai community management. Et ce qui n'est pas facile finalement, c'est de pouvoir donner une certaine valeur. J'imagine à un moment donné, il y a aussi à défendre le périmètre de ton activité. On sait que écouter finalement sa communauté, c'est clé pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Évidemment. Avoir des relations de qualité avec sa communauté, ça n'a pas de prix. À un moment donné, il faut aussi réussir à le valoriser. Comment ça se passe chez toi? Est-ce que tu as besoin de faire un reporting? Est-ce que c'est acquis? À nouveau, il n'y a pas de formule magique. Nous, on y est allé. En fait, je pense que la clé de notre succès, au niveau du corporate community management, ça va peut-être un peu paraître bateau, mais c'est la sincérité et l'authenticité, en fait. Parce que quand on approche les gens, on le fait de façon hyper humaine. J'ai encore eu un exemple la semaine passée sur LinkedIn où une personne, à nouveau, je vais dire, elle mettait en avant le fait que Proximus n'était pas au rendez-vous comme elle pouvait l'attendre. Plutôt que de positionner Proximus et de faire Proximus répondre à cette question-là, j'y suis allé avec mon propre profil personnel, au nom de Proximus évidemment, puisque identifié au nom de Proximus, et de toute façon je me positionnais en tant que tel pour ça. Et en fait la personne était hyper fâchée contre Proximus, mais quand elle m'a contacté moi, en fait c'était plus le rapport à la marque, client-fournisseur, c'était à nouveau humain à humain. Et donc là on a pu, je vais dire, rentrer dans un truc hyper constructif. Et le lendemain, tout était solutionné. En fait. On gère aussi les trolls. Et ça fait quand même partie de notre quotidien. On les aime, on les chérit et on leur fait toujours des réponses très adaptées. C'est pas réellement, je vais dire, des bad buzz, mais il y a des gens qui sont clairement là pour salir l'entreprise ou en tout cas essayer de faire du buzz. On arrive généralement à étouffer cela de façon assez, à nouveau, authentique en
dédramatisant, pas en minimisant, parce qu'il y a toujours effectivement un fond sur lequel on peut, je vais dire, nous, travailler et se remettre en question. Mais quoi qu'il arrive, on a toujours une approche qui est là, je vais dire, pour surprendre. Quand on voit certaines personnes qui arrivent en nous insultant, ben nous, on essaye de rebondir là-dessus de façon très humoristique et respectueuse, évidemment. Ça casse la dynamique. On est là aussi pour discuter, mais sans pour autant se prendre la tête dans un cadre hyper formel. Parce que c'est vrai qu'on fait du corporate, mais on essaye, comme je le disais tout à l'heure, d'être hyper humain avant tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie de communication de Proximus via les réseaux sociaux ? On a évidemment toute la partie, comme tu le dis, la partie plus marketing et client, qui a évidemment l'objectif de faire vivre la marque, de la rendre attractive, de effectivement booster les ventes aussi. Il ne faut pas se voiler la face, puisque ça reste une entreprise commerciale. Mais évidemment, Proximus, je vais dire, a un rôle sociétal hyper important. Quand on parle par exemple de dépendance aux écrans, c'est un sujet qui a été utilisé il y a peu pour une campagne, peut-être que vous l'avez vu passer, qui s'appelle Hide and Seek. Le principe de cet hide and seek, c'était de faire un cache-cache numérique et donc d'arriver vers un public jeune en leur faisant plutôt le challenge de se dire ok, pendant toute une après-midi vous allez être totalement déconnecté. Et c'est quelque chose en fait qu'on a mis en place avec Gezinsbond. Qui est un message donc clé dans finalement le positionnement, dans la réputation de Proximus quelque part, parce que ça ne va pas nécessairement faire vos affaires. Certains se déconnectent. Donc c'est aussi partie d'un principe sociétal qui est aussi, j'imagine, au bénéfice de l'image globale de Proximus. Quoi qu'il arrive, on a toujours eu, nous, un track de communication sur la cybersécurité d'office. Et finalement, tout ce qui est Digital Trust, c'est un peu une umbrella qui peut reprendre effectivement le fait que Proximus bloque par exemple des milliers de tentatives de hameçonnage tous les jours, des SMS frauduleux, etc. Mais ici, je vais dire sur ce principe de hide and seek, nous c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant parce que, si je prends l'exemple de Internet Safe and Fun, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une initiative qui est mise en place par Child Focus et à laquelle Proximus fait partie depuis le début, donc je pense que c'était il y a 13 ou 14 ans. Et nous, par exemple, à travers cette activité-là, on se rend compte qu'il y a quand même un accompagnement qui est nécessaire parce qu'il y a des enfants qui sont sur les réseaux sociaux de plus en plus jeunes. Donc il y a déjà cette conscientisation au niveau de l'entreprise et justement, de par le fait qu'on a ce rôle en tant que provider et donc de fournisseur de temps d'écran, on veut malgré tout, je vais dire aussi, conscientiser justement sur le fait qu'il y a quand même des risques liés, je vais dire, à la santé mentale, que la dépendance aux écrans est un phénomène qui est de plus en plus discuté et pointé du doigt. Donc voilà, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on veut pouvoir, nous, être présents dans les familles par rapport à nos clients en leur disant effectivement on vend des abonnements de téléphone mais c'est pas pour autant, je vais dire, qu'on n'est pas là pour essayer de vous conscientiser sur l'importance que ça peut avoir aussi d'être offline pour pouvoir faire tout un tas d'autres choses en fait. Donc des valeurs finalement très profondes chez Proximus qui sont vécues en interne et qui finalement rejaillissent par vos communications vers l'externe. La désinformation, ça pourrait faire partie d'une de ces valeurs. J'imagine que c'est aussi un sujet brûlant au niveau sociétal. Tu parlais de trust. Alors effectivement, on a lancé il y a peu de temps toute une campagne qui s'appelle Smart Online qui justement offre la possibilité d'avoir une IA qui est totalement dédiée à cela. Et qui permet de pouvoir identifier ou créer de la connaissance autour de phénomènes tels que les spams, la désinformation et tout ça. Donc oui, ça c'est un sujet aussi que l'on a mis dans cette ombrelle Smart Online, dont Hide and Seek, donc cache-cache numérique, fait partie. En tout cas, Stéphane, un grand merci d'être venu jusqu'à nous ici au studio et d'avoir eu l'occasion de réagir à nos questions. On te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci Stéphane. Oui.